Voilà, nous sommes à Montpellier pour un nouvel opus de la série Liber Mundi avec Léon Gineste. Alors Léon est auteur d'un certain nombre d'ouvrages que je vous montre rapidement, mais je vais surtout vous demander, Léon, de nous parler en quelques mots de votre parcours de recherche. Mon parcours, il est un peu comme tout le monde, dans le sens où d'abord j'ai fait des études universitaires, notamment en biologie. Et en plus, j'ai étudié les centrales nucléaires, bien sûr, pour un doctorat. Mais bien sûr, si je suis allé vers les centrales nucléaires, c'est qu'il y avait quelque chose qui me préoccupait beaucoup au niveau de ce qu'on peut appeler la transmutation, qui est un rapport étroit avec l'alchimie. Donc, de ce fait, j'ai rencontré un formateur qui s'appelait Roger Caro, qui est très connu, et qui m'a formé. Voilà, en bref, mon parcours. Voilà, alors parcours, vous avez laissé des traces sur effectivement l'alchimie expliquée par son langage et un livre qui va être une des matrices de notre balade sur Montpellier et l'alchimie. Et on revient peut-être plus avant, un livre sur l'holoscopie de la spiritualité occidentale, avec une notion moi, qui m'a paru intéressante, peut-être qu'il va nous falloir définir, c'est la notion de métanoïa comme approche de la connaissance. Alors si vous voulez en dire quelques mots. Oui, bon, métanoïa, d'abord, pour comprendre ce mot, il faut se référer à son étymologie, mais il faut d'abord savoir que c'est un mot qui n'a pas été inventé, mais bel et bien, il fait partie du Nouveau Testament. Donc, métanoïa, dans le sens primitif du terme, non pas dans le sens où l'interprètent les différentes églises actuellement qui ont perdu le sens de la connaissance. Métanoïa a d'abord un préfixe méta, que l'on retrouve dans métamorphose, c'est-à-dire changement, et noia, pensée, le paranoïaque. Voilà. Donc c'est un changement de la manière de penser, et non une conversion, comme certains le disent. Voilà. Et ce travail, ça consiste donc à changer cette manière de penser, mais d'une manière originale, car comme le font les psychologues ou les psychanalystes, on ne peut pas changer la manière de penser par la pensée elle-même, sinon on est prisonnier de cette propre pensée. Et de ce fait, on va donc utiliser le corps, ce qui se retrouve dans les arts martiaux, dans toutes les techniques orientales. D'accord. Et du coup, la notion que vous avez développée d'holoscopie de la spiritualité occidentale, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans... Alors là, c'est un peu différent de l'horoscopie, mais ça en fait partie. C'est essentiellement un travail, comment dirais-je, euh, sur notre encéphale cérébral, la manière de l'utiliser. Nous savons depuis longtemps que nous avons deux hémisphères cérébraux, le gauche et le droit, mais jusqu'avant les années 70, avant les années 70, le cerveau droit, l'encéphale droit, on croyait que c'était une simple roue de secours et on n'avait pas du tout compris ce mécanisme. Et à cette époque-là, on a découvert alors que ce cerveau droit était en réalité quelque chose qui était complémentaire au cerveau gauche intellectuel. Et donc, lui, il procède par intuition et par connaissance directe. En d'autres termes, le cerveau droit permet de parvenir à une conclusion sans s'aider du raisonnement logique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que la pensée symbolique, c'est le fruit de ce cerveau, cet accès au symbole ou pas? La pensée symbolique, évidemment, elle y est étroitement liée, puisque c'est le cerveau qui essentiellement fonctionne, entre guillemets, chez les musiciens, chez les poètes. Donc il y a toute une dimension au-delà de notre réalité qui va permettre donc de percer le mur de notre quotidien. Mais sans pour cela utiliser des moyens entre guillemets illégaux, ils le sont, comme les drogues ou des excitants. Donc la pensée symbolique, je crois que c'est ça exactement que vous voulez savoir, c'est aller au-delà de ce qu'on nous présente pour pouvoir en déterminer un sens nouveau.
chaque chose a plusieurs sens. Et quand c'est un artiste qui a créé l'œuvre, puisqu'il a été directement lié à son cerveau droit, il y a donc de multiples niveaux d'interprétation. Et ces niveaux d'interprétation peuvent très bien coexister quand on se cantonne uniquement dans l'étude du symbole, mais quand on veut aller dans une direction précise, comme par exemple la direction alchimique, à ce compte-là, il faut lui donner un sens particulier qui va permettre d'élucider une partie du mystère alchimique. Voilà, c'est super, c'est tout le travail qu'on va faire avec Montpellier cet après-midi. Je fais juste des ouvrages, peut-être le plus stimulant que j'ai pu lire là sur la ville, c'est Les secrets alchimiques de Montpellier, paru il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre sur Montpellier et à organiser des balades depuis 89 dans cette ville sur la symbolique alchimique? Et c'est une vieille histoire, je vous le dis de suite, parce que c'était au début où je travaillais à l'alchimie en tant qu'étudiant. Et évidemment, comme j'étais aussi étudiant à l'université, j'avais l'occasion périodiquement de traverser la ville. Et notamment le Pérou, parfois je m'arrêtais devant le château d'eau en me demandant quels pouvaient être les autres sens. Et je me suis petit à petit aperçu qu'il y avait des liens avec l'alchimie. Et donc, progressivement, j'ai fini par découvrir qu'au-delà du Pérou, il y avait d'autres symboles alchimiques, notamment la coquille, puis à la place de la Canourgue, la fontaine des licornes, et après, à la fin du périple, les trois grâces. Et là, petit à petit, j'ai étayé ça, je l'ai structuré, et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire visiter la ville avec ce que je connais? Et ça a commencé comme ça il y a 20 ans. Alors quand on lit le livre, moi une des révélations que j'ai eues, c'est une voie alchimique qu'on appellerait l'alchimie du cinabre, qui serait à la fois spécifique à Montpellier, mais peut-être universelle. Alors est-ce que vous pouvez en dire quelques mots de cette voie alchimique? Cette alchimie, l'alchimie du cinabre, elle est universelle dans le sens où déjà, elle a toujours été pratiquée de tout temps par les taoïstes. C'est l'alchimie taoïste. C'est donc l'alchimie de l'Orient. Et d'ailleurs, il parle du divin cinabre, et même les gens qui pratiquent ce que l'on appelle le Qigong, quand ils parlent du centre énergétique qui est sur le ventre, ils parlent du champ de cinabre. Donc, que ce soit l'alchimie interne au corps, ou que ce soit l'alchimie externe au laboratoire, il y a toujours ce cinabre qui est présent en Orient. Mais en Occident, c'est quelque chose qui a été perdu pendant un certain temps. On a essentiellement pratiqué d'autres voies. Notamment Newton, il a pratiqué une voie, Isaac Newton, le fameux physicien, bien sûr. Qui était aussi alchimiste. Une autre voie qu'on appelle l'alchimie de l'antimoine. Alors, le mot cinabre, est-ce qu'il a un sens qui nous éclaire sur la pratique de cette alchimie? Qu'est-ce que ça signifie, le mot cinabre? C'est-à-dire que le mot cinabre en Occident a longtemps désigné plusieurs sulfures, sans obligatoirement désigner le sulfure de mercure, le véritable cinabre. Donc le cinabre, il désigne en fait une cohabitation, si on veut, d'un métal avec le soufre. Voilà, c'est, je crois, la chose principale. Alors disons que l'antimoine contient du soufre, et donc vous voyez, c'est une voie du cinabre en fait. D'accord. Alors pour les gens qui ne connaissent rien en alchimie, l'alchimie des taoïstes, l'alchimie interne, c'est la transformation interne de l'être? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? L'alchimie interne suit la démarche de l'alchimie externe. C'est-à-dire que c'est plutôt le contraire. L'alchimie externe, disons, est calquée sur la démarche de l'intérieur, on le comprend fort bien. Et les réussites sont, sont liées à l'état de l'être qui pratique. C'est-à-dire que on peut très bien découvrir un carnet de laboratoire d'un alchimiste, se mettre à pratiquer en fonction de ce carnet de laboratoire, et on n'obtiendra rien. Alors que celui qui a utilisé ce carnet a réussi.
ce qui veut dire que l'état de l'individu va jouer un rôle primordial, et c'est pour cela qu'il est nécessaire de passer par une prise de conscience, au lieu d'une prise de conscience, grâce justement à ce que je disais tout à l'heure, ce que nous parlions tout à l'heure, de métanoïa. Et cette voie de métanoïa permet la réalisation de l'être qui, elle, par la suite, permet de faire avancer l'évolution de la matière au laboratoire. L'objectif étant d'atteindre la pierre philosophale, d'atteindre l'or, mais c'est aussi atteindre une réalisation spirituelle, personnelle, ou pas, du coup? C'est découvrir les lois de l'univers. Parce que toutes les lois de l'univers comprennent toutes les lois. Donc c'est la grande unité avec un 1 majuscule. Alors on peut dire que c'est l'union du microcosme et du macrocosme, alors. Si on reprend comment dire, la loi de l'univers crée tout ce qui existe. Je m'explique. Et quand Fulcanelli, l'alchimiste bien connu, l'a exprimé très simplement. Il a donné une définition de l'alchimie. Il a dit l'alchimie, c'est la science des effets sur la matière. Mais l'alchimie, c'est la science des causes. Donc la science des causes consiste dans la connaissance à aller à l'origine de toute cause. Et ça fait partie d'un canevas universel qui comment dirais-je, nous permet d'accéder à la connaissance absolue. Et aussi l'origine de l'intuition, car de temps en temps, il y a des choses qui transparaissent, mais aussi à l'origine de ce que Jung appelait les synchronicités. Tout à fait, oui. Et donc la connaissance, ça va être par tous les moyens d'accéder à ce que j'appelle personnellement cet océan des causes. Et alors, en se promenant dans une ville comme Montpellier, quand on observe l'architecture, on peut se connecter à ce monde-là, finalement, c'est En partie, parce que l'observateur n'est pas obligatoirement prêt. C'est en fonction de l'endroit où il se trouve dans sa propre préparation, quelle qu'elle soit, qu'il va percevoir et qu'il va pouvoir avancer. Et donc, de ce fait, moi personnellement, les symboles que je fais étudier sur Montpellier, je me garde bien de faire quelque chose de complexe, mais d'extrêmement simple, pour que chacun puisse y trouver, si vous voulez, son inspiration. Et après, s'il va aller plus loin, là, eh bien, je ne le laisse pas tomber. Contrairement à ce que font beaucoup, une fois qu'il a fait la conférence, il part. Non. C'est-à-dire, s'il y a des gens intéressés, eh bien, je les accompagne. Très bien. Pour illustrer un petit peu vos propos, il y a un bonbon qu'on mange à Montpellier qui a une origine intéressante. Est-ce que vous pouvez nous le montrer et nous en parler un petit peu? C'est-à-dire que les grisettes de Montpellier, voilà. C'est un petit bonbon. C'est donc des bonbons. Alors, si on peut en voir à quoi ça ressemble. Voilà. Enrobés de miel, ouais. Du sucre, du miel et de la réglisse, essentiellement. Mais l'origine de ces grisettes est assez étrange. D'ailleurs, elles ont été redécouvertes il y a à peine 50 ans. Hein. C'est-à-dire, vraiment, un hasard a fait glisser une feuille de manuscrit et ils ont trouvé la recette des grisettes de Montpellier. Et ces grisettes de Montpellier, en réalité, datent du Moyen-Âge. C'est l'ancêtre, on peut dire, pour résumer, l'ancêtre des comprimés. En d'autres termes, étant donné que Montpellier est une cité essentiellement, comment dirais-je, d'université médicale, eh bien, il y avait essentiellement la médecine du début, notamment d'Arnaud de Villeneuve, c'était essentiellement une médecine alchimique et spagyrique. Qu'est-ce que la spagyrie? Eh bien, c'est l'application des techniques de l'alchimie normale sur des végétaux. Donc, on obtient, au lieu d'obtenir une pierre philosophale comme avec le processus normal sur les minéraux, on va obtenir une pierre végétale faite par exemple avec du thym. On va avoir le principe du thym ou du romarin, le principe du romarin avec toute son efficacité sur le foie par exemple, mais qui va être d'une efficacité, comment dirais-je, extrêmement puissante. Donc, les médecins prenaient une partie de cette pierre
et l'enrober de sucre, de miel, etc. et donner ça aux patients qui se trouvaient d'ailleurs dans la cathédrale Saint-Pierre qui est à côté, qui était généralement regroupée sous le bénitier. Et le médecin passait et distribuait ses pilules. Voilà, donc maintenant on n'a plus que l'écorce de tout ça, mais ça, la ville, on voit d'ailleurs, c'est rigolo, parce que nous allons voir tout de suite sur le symbole, enfin quel est le monument qui est sur en quelques mots là, sur la boîte. Ça c'est le château d'eau du Pérou, la place royale du Pérou, qui a été consacrée à la gloire de Louis XIV. Et donc cette place a été faite selon d'ailleurs de curieux renseignements, puisque on sait très peu que le roi Louis XIV avait un mage personnel. Et donc il a demandé à ce mage personnel de lui dire quel était l'endroit en France où il pourrait élaborer, faire construire une place royale qui ne serait jamais détruite, quels que soient les événements historiques qui s'y déroulent. Et donc ce mage lui a dit, c'est Montpellier. Donc Montpellier a été donc le centre de cette construction pour le roi Louis XIV, mais on s'est aperçu au fil du temps, tout en construisant ces édifices, que Louis XIV vivait dans des circonstances très étranges. Et les historiens d'ailleurs s'en sont aperçus, et ça ne manque pas d'étonner tous les astronomes. C'est que le Soleil, et alors il devait s'appeler le roi Soleil, donc le Soleil s'est mis à faire disparaître toutes les fameuses taches solaires pendant tout le règne du roi. Et on appelle ça d'ailleurs, ce phénomène, le minimum de modère. C'est-à-dire il y avait des taches, mais tout doucement, juste ce qu'il faut, et lorsqu'il est mort, c'est reparti. Et donc, on s'est aperçu que ce mage avait donné à Louis XIV, depuis ces 5 ou 6 ans, un carré magique qui avait été fabriqué avec de l'or transmuté par le duc d'Aumont, qui était son mage, donc, et il portait gravé le carré magique du soleil, avec le roi soleil dans les attributs que l'on trouve dans toutes les peintures de l'époque. Et curieusement, donc, à partir de ce carré magique du soleil, ça a donné ce phénomène étrange d'une certaine obéissance, entre guillemets, du soleil au grand monarque de chez nous. Chez nous, voilà. Et donc cet endroit est un endroit magnifique de Montpellier, c'est le point où nous allons commencer la visite symbolique de Montpellier. En route. En route. Voilà. Merci. Cette place royale avec la statue de Louis XIV. Alors quelle est la symbolique de ce roi à cheval? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce roi à cheval, d'abord, curieusement, et par le fait qu'il est un empereur romain, il n'a pas d'étrier. Et le fait de ne pas avoir d'étrier laisse supposer qu'il y a un jeu de mots. Et or, étrier, qu'est-ce que l'étrier si ce n'est le petit os de l'oreille interne qui donc nous rabat vers la phonétique. Et en effet, la statue n'est pas dépourvue de symboles phonétiques. Par exemple, il n'a pas de sel, sans sel. Il porte une couronne de laurier. L'or y est. Ce sont les principaux messages. Et quand il parle, il est habillé en romain, en empereur romain. Ça veut dire tout simplement, romain, ça veut dire universel. C'est-à-dire qu'il est au cœur de la connaissance de l'œuvre universelle, si ce n'est l'œuvre du soleil, c'est l'alchimie. Nous mettons les pieds sur le mois de juillet, puisque nous sommes au mois de juillet, et l'ombre portée va se manifester entre 1 et 2, c'est-à-dire que il est 13h30 au soleil. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que il a la forme d'un œuf, pour ça
qu'il a été élaboré. Mais quand nous mettons, tous les cadrans solaires ont une tige métallique. Et nous remplaçons la tige métallique. Et cette tige métallique s'appelle le gnomon. Le gnomon qui a donné le mot gnose, connaissance. Donc il y a à la fois la connaissance de soi par l'ombre portée, c'est-à-dire notre ombre, puis ensuite il y a les gnomes dont on parle souvent dans les contes de fées et qui sont des forces qui ont leur rôle à jouer dans beaucoup de phénomènes, y compris l'alchimie. Et donc l'essentiel, c'est de savoir que pour calculer l'heure, il faut également savoir à quelle heure nous sommes, nous, intérieurement. Et là, nous pourrons avancer. Bien, alors maintenant nous sommes au château d'eau, sur le Pérou. Alors Léon, qu'est-ce qu'on peut dire de la symbolique de cet endroit? La symbolique de cet endroit, elle est fondamentale parce que le château d'eau reproduit ni plus ni moins que le fourneau des alchimistes qu'on appelle Athanor. En d'autres termes, tout ce qui est sculpté, y compris les colonnes, vous remarquerez que les colonnes sont doubles, géminées. Donc géminé, gemme, donc il y a la gemme philosophale qui est en train de cuire à l'intérieur. Et d'autre part, une vue aérienne montre que il a la structure d'une étoile à 6 branches, l'hexagramme, qui n'est ni plus ni moins que l'union des 4 éléments que les alchimistes utilisent pour faire cuire leur gemme, justement. Voilà donc l'essentiel du château d'eau. Et s'il est là également, c'est qu'il y a à ses pieds un bassin qui permet l'évaporation du sel, qui va servir d'un sel particulier, c'est pas le sel de la mer bien sûr, qui va servir à l'alchimiste à réaliser son grand œuvre. À la place du Pérou, nous avons de chaque côté des lions avec des enfants. Alors pourquoi ces lions et ces enfants? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors ce lion ici, vous devez remarquer, il a une particularité, c'est que donc il porte un angelot, mais le lion est soutenu par des souches en bois. Et donc il va personnaliser, symboliser le lion vert, parce que c'est du bois que l'alchimiste va tirer certaines de ses substances. Laboratoire. Devant un deuxième lion, alors qu'est-ce qui le distingue du premier du coup? D'abord on remarquera que ce lion est debout alors que l'autre est assis. Donc il dompte la force, dompte le lion. Et il dompte le lion, il a réussi à dompter le lion et le résultat de ce travail, c'est ce qu'il porte à la main, c'est-à-dire la petite pierre qui va monter dans le haut du ballon et qui va se matérialiser. On appelle cela le lion rouge parce que va apparaître la couleur rouge que l'on appelle quintessence, non pas pierre rouge, quintessence. Nous sommes devant un arc de triomphe et des 2 médaillons qui représentent, alors c'est Hercule, Louis XIV, qu'est-ce qui se passe là du coup? Oui, vous remarquerez que Hercule est représenté par un athlète qui tient une massue avec le lion de Némée enroulé autour de la taille. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tête de cet Hercule, c'est la tête de Louis XIV. Et en alchimie, on appelle les premières étapes les travaux d'Hercule, car ils sont difficiles. Ces travaux d'Hercule qui sont essentiellement la fabrication du sel. Et donc, c'est pour ça que lorsque le sel est fabriqué, eh bien, Hercule va recevoir la première couronne. Voilà pour le premier médaillon. Pour le second, c'est une histoire un peu différente. En 2 mots alors, qu'est-ce qu'il peut nous raconter ce médaillon? Ce second médaillon, c'est la représentation de la victoire de Namur par Louis XIV. Oui. Et donc, mais en même temps, c'est tout symbolique. Les clés de la ville de Namur sont données à Louis XIV dans une coquille, dont on reverra le symbolisme tout à l'heure. Et à gauche de la statue de Louis XIV, il y a l'Athanor, une petite tour, où il réfléchit les rayons du soleil avec un bouclier, dont on voit d'ailleurs très bien le symbole solaire dessus. Nous sommes à place de la Canourgue,
toujours dans l'écusson, avec en arrière-plan une licorne et des anges. Alors, de quoi s'agit-il ici? C'est une fontaine qui a été sculptée par Étienne d'Antoine, c'est le sculpteur des Trois Grâces à la place de la Comédie. Et ce qu'il y a, c'est que cette représentation était pour célébrer la victoire de Clostercam, où le duc de Castries et le chevalier d'Assas ont été, comment dirais-je, les vainqueurs. Mais le chevalier d'Assas a quand même perdu la vie. Et donc les licornes, certains disent que les licornes représentent les timbres du blason des Castries, or il n'y en a pas. En réalité, c'est beaucoup plus autre chose, parce que d'Antoine était très fortement associé à tout le milieu artistique de la ville, qui évidemment à cette époque-là s'intéressait énormément à l'ésotérisme alchimique. Et de ce fait, cette licorne a des particularités qui vont nous ramener vers l'alchimie du cinabre, si je puis dire. Et cette alchimie du cinabre qui est ici représentée donc par un livre qui est sous le sabot d'une licorne. Un livre qui a curieusement, un gros livre, qui a curieusement uniquement 4 pages. Et 4 pages, tout le monde l'a compris, ça représente les 4 éléments, le fer, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et nous le retrouverons, après nous le retrouverons dans les 3 grâces de la place de la Comédie. Et là, le principal, surtout, c'est de montrer l'orientation des cornes. La licorne, il y a 2 licornes, l'une dirige sa corne à la verticale et l'autre est à l'horizontale. C'est ni plus ni moins que la désignation des flux énergétiques pour l'horizontale terrestre, c'est-à-dire de l'écorce terrestre, et pour le vertical, bien sûr, tout le monde l'aura compris, c'est pour les flux énergétiques qui nous amènent vers le haut, vers la verticalité. Donc, il y a un message de spiritualité, tout en étant un message autre, notamment pour l'alchimie, parce que licorne, il faut lire cornu, instrument essentiel du laboratoire. Voilà, alors en suivant le chemin de la pierre, on tombe devant la cathédrale Saint-Pierre. Alors c'est un lieu qui est étonnant, puisque à côté de cette église, nous avons une des plus vieilles facultés de médecine de l'Occident, je crois. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? D'Europe, bien sûr. Oui. Donc c'est une faculté de médecine qui en réalité a existé bien longtemps avant sa création officielle. C'est-à-dire aussitôt que Montpellier a été créé, c'est-à-dire vers la 1000, eh bien, des médecins sont venus de tout horizon et ont enseigné la médecine à ce lieu. Et la seule raison en était les plantes particulières qui poussaient tout autour afin de pouvoir faire des mixtures. Et puis petit à petit, c'est l'alchimie qui s'est installée. Et puis ensuite, une université non officielle qui a duré à peu près un siècle et demi. Et à la fin, le pape lui-même a donc concrétisé cela par une création officielle. Donc cette fac de médecine a une particularité, c'est qu'elle a accueilli en son sein beaucoup d'alchimistes, dont le plus connu est Arnaud de Villeneuve, qui donc a révolutionné l'enseignement de la médecine, qui avant lui reposait sur les canons d'Avicenne, et donc arabe. Et lui, de par sa connaissance, de par la possession de ces langues diverses, a pu aller aux sources, notamment aux sources de l'Égypte, où était la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, où des documents donc, que l'on retrouve nulle part ailleurs
ont pu être déchiffrés. Et donc il a donné un nouvel élan, tant pour l'alchimie, puisque avant il n'y avait que des traducteurs qui n'étaient pas très fiables, puisque, comment dirais-je, traduire c'est trahir quelque part. Et donc il a fait cette recherche qui a permis de faire évader en quelque sorte la médecine de Montpellier des canons arabes. Ça a été le premier plus grand alchimiste qui était là. Mais dans ses cours, il y avait des gens que l'on connaît, notamment le fameux Rabelais, qui a enseigné même à cette fac. Et puis ensuite, il y a eu, à la même époque que Rabelais, Nostradamus, qui était médecin, n'oublions pas. Et il y a eu d'autres plus ou moins connus, mais notamment Raymond Lulle. Raymond Lulle, qui est bien heureux dans l'église, donc. Et ce Raymond Lulle a reçu son enseignement alchimique donc à cette université. De part et d'autre de la porte, nous avons ici deux statues. La première statue, c'est celle du médecin, du professeur Lapéronie. Lapéronie qui était un grand chirurgien et qui justement a construit l'hôtel de chirurgie dont nous irons voir les vitraux. Et puis, il y a eu un autre professeur qui a eu un très grand succès et qui s'appelait Barthès. Barthès qui lui était un médecin que l'on appelle vitaliste. C'est-à-dire qu'il disait que certes, notre mécanisme biochimique nous permet de vivre, mais il avait un phénomène vital qui s'y ajoutait afin de pouvoir amener les êtres vers la conscience. Et ce vitalisme, c'est ni plus ni moins que l'alchimie. C'est-à-dire cette énergie vitale qui amène un surplus d'âme à tout ce qui l'habite. On bien donc ce portail. On a aussi au centre, faculté de médecine, une espèce de bâton avec entouré un serpent. Alors serpent qui est le symbole du mal, on va dire, dans l'évangile exotérique, mais sur un plan de la connaissance, le serpent, qu'est-ce que ça serait d'autre? Ah, ça c'est une bonne question. D'abord, le bâton vertical, c'est un pilon. C'est-à-dire que le médecin est en train de fabriquer un remède qui doit être nécessairement pilonné, écrasé. Bon. Mais le serpent qui s'enroule autour ne représente qu'une substance qui a la particularité d'être comme le serpent. C'est-à-dire glisse entre les doigts, et en même temps, quand on la touche, eh bien, ça fait saigner, ça décape un peu comme de l'acide. Voilà sur le plan concret. Maintenant, sur notre plan, bien sûr, on sait très bien que tous ceux qui sont sur le chemin de la réalisation d'eux-mêmes, eh bien, doivent éviter la dimension mauvaise de l'être, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc là, ce qu'il y a, c'est que ce pilon, il est placé entre deux lions. Alors, quand vous regardez les lions, le lion de gauche regarde vers le bas, le lion de droite vers le haut. C'est exactement comme les licornes avec leurs cornes. Et au milieu, vous avez le pilon et une branche de chêne d'un côté et une branche de laurier de l'autre. Or, le chêne est un bois fondamental pour pouvoir fabriquer le sel. Et le laurier, lui, c'est de la phonétique. L'or y est, comme la couronne de laurier du roi Louis XIV que nous avons vu au Pérou. Et donc là, le pilon, on voit très bien à la base du pilier, le pilon qui va donc permettre à ce serpent de se manifester dans les produits qui seront pilonnés, et ça va être l'ingrédient fondamental. C'est pour ça qu'on l'a mis autour du pilon, parce qu'il est nécessaire pour tous travaux spagyriques. D'accord. Alors, nous sommes maintenant face au Jardin des Plantes de Montpellier, endroit très réputé en lien avec la symbolique alchimique. Alors, Léon, quelques explications? Eh bien, d'abord, ce Jardin des Plantes se trouve à côté de la faculté de médecine, c'est-à-dire qu'il avait un rapport très étroit avec elle. Donc, ceux qui l'ont fondu, les Richard de Belleval, l'ont fait dans le sens de pouvoir procurer des végétaux afin de pratiquer des soins pour éviter que les médecins ne soient obligés donc de parcourir la campagne. Pouvez-vous nous parler des gens qui travaillaient, les médecins qui travaillaient sur les plantes à cette époque-là?
C'est-à-dire les médecins qui travaillaient sur les plantes étaient directement liés à la faculté de médecine. Donc c'était des enseignants qui comment dirais-je, professaient des cours pour enseigner la phytothérapie. Et en même temps, étant donné qu'ils avaient des connaissances de l'alchimie, permettre de l'utiliser pour faire ce qu'on appelle la pierre philosophale en spagyrie, c'est-à-dire à partir des végétaux, des différentes espèces de végétaux qui sont ici regroupés. De ce fait, on comprend très bien pourquoi il y a un monument à la gloire de Rabelais au milieu de ce jardin, parce que, bien évidemment, il voulait exalter l'intérêt de cette phytothérapie et, en d'autres termes, de cette alchimie sur les plantes ou de cette spagyrie qui était la clé, finalement, de beaucoup de soins que pratiquaient les médecins de l'université. Et qu'on retrouve maintenant alors avec les fleurs de Bach, il y a un lien ou pas du coup sur les... Il y a beaucoup de choses qui sont dérivées oui. De la spagyrie et de l'alchimie elle-même, notamment l'homéopathie, notamment les soins à partir des méthodes Steiner sont directement dérivés alors, de ça. Nous sommes devant une plaque écrite dans un langage étonnant, hommage à Frédéric Mistral. Alors quelle est cette langue étrange et quel est le rapport avec Frédéric Mistral? Le rapport de cette plaque, c'est la venue de Frédéric Mistral ici, parce que lors de la fondation de Philippe Bridge, il a donc créé une première manifestation d'importance et d'inauguration à partir de Maguelone, où il a fait donc un festival d'occitan, de langue provençale, et il s'est associé pour cela avec le cardinal de Cabrières. Et de ce fait, ils ont tenté à tous les deux de donner une dimension mystique au mouvement, qui malheureusement est tombé en désuétude, si je puis dire, parce que certains des fondateurs de Philippe Bridge se sont associés à des mouvements politiques. On voit une espèce de... Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer? Un labyrinthe fait de granulés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir là-dedans? Les granulations, ça correspond aux granulations de la matière, car les atomes ont des électrons qui tournent autour, et quand on les regarde avec un microscope électronique, on voit ces granulations. Mais en alchimie également, la matière se granule, et ça, tous ces petits points sont des pierres philosophantes naissantes, qui par la suite finissent par s'agglomérer pour former une seule masse. Mais là, ici, nous avons des signes kabbalistiques, si je puis dire, qui ont un sens, bien sûr, dont, là, pour l'instant, je ne saurais vous donner avec précision le sens. Sinon, c'est en quelque sorte une écriture un peu comme un hiéroglyphe, que vous remarquerez, autant d'un côté que de l'autre, les panneaux ont des formes différentes. Mais l'essentiel, c'est la granulation qui est à la base de la naissance de la pierre philosophale. Nous sommes dans une demeure montpelliéraine, peut-être demeure philosophale, ou on ne sait pas, quand on voit le symbole qui est au sol. Alors ce symbole, qu'est-ce qu'il peut évoquer sur un plan symbolique pour vous? Pour moi, c'est quelque chose de très concret. En d'autres termes, ce cercle que vous avez là représente les parois d'un ballon de verre, et au milieu, ce rond, ça représente le tube du ballon de verre, et les losanges qui sont en bas représentent les cristallisations contre le ballon de verre, cristallisation rouge-orangée. Et si elle est représentée là, c'est que c'est une manœuvre des plus fondamentales pour le grand œuvre. C'est-à-dire que cela, je veux dire qu'on a dépassé l'œuvre noire et que tout doucement, on s'achemine vers l'œuvre au rouge. Et donc en passant par l'œuvre blanc peut-être? L'œuvre blanc avant, mais ici, on est à 2 doigts de l'œuvre rouge. Alors l'œuvre rouge avec l'idée de qu'est-ce que ça symbolise, cette espèce de fleur alors, qui a 8 pétales, on dirait, c'est ça? De toute manière, c'est une manière, je vous l'ai dit, c'est de cette manière qu'on représentait les cristaux en forme de losange et qui permettait, comment dirais-je, ça veut dire que cette couleur est sous forme cristalline
et qui récupère cette teinte pour pouvoir l'utiliser après dans les séries suivantes des opérations du grand ajout. En tant que fleurs, évidemment, les fleurs en alchimie représentent bien souvent les couleurs, avec des pétales un peu différentes. Il y a 3 fleurs, la fleur, évidemment, la fleur blanche, la fleur jaune du début, d'avant la blanche, la fleur verte, et la fleur noire et la fleur rouge. Alors, au cœur de ce cercle, on a cette fleur. Alors, on a parlé des fleurs en alchimie. On voit aujourd'hui beaucoup de constructions basées sur des exercices de concentration comme le mandala. Alors, est-ce que vous faites un lien entre les exercices de la métanoïa et des exercices de création artistique comme le mandala ou d'autres choses aujourd'hui? Quand on fait un exercice sur soi pour maîtriser la pensée, la pensée étant maîtrisée, la création étant maîtrisée, on arrive à des degrés de créativité et qui sont, disons, un petit peu en dehors du commun. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'encéphale cérébral droit qui permet d'arriver à des conclusions sans passer par un raisonnement juste et ni plus ni moins lié à une dimension artistique. Et donc cette dimension artistique va se développer et permettre à l'individu de développer, d'avoir une intuition particulière qui va l'aider à sentir intuitivement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rectifier dans une opération au laboratoire. Et ça va être la même chose en ce qui concerne sa propre réalisation. Dans un endroit, la rue de la Coquille, alors on comprend tout de suite, vous êtes maintenant dans une coquille Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que nous raconte ce crustacé? Oui, cette coquille a la particularité d'être dissymétrique. Ah oui. C'est-à-dire qu'en bas, il se forme d'équerres. De ce fait, toute la construction possède des pierres taillées d'une manière différente d'une coquille symétrique. Donc, elle va être quelque chose de remarquable, dans ce sens où elle est connue du monde entier, la coquille de Montpellier. Mais cette coquille, donc, a la particularité, durant les siècles, d'avoir été une remarque. Et les remarques, ce sont les monuments au pied duquel tous les compagnons du Tour de France vont s'arrêter pour faire un tour et essayer de reconstituer la structure des pierres, leur agencement, afin de pouvoir construire une pareille coquille. Et cette coquille, évidemment, elle servait à éclairer l'angle ici, qui est tout petit, et on mettait une lanterne au coin. Donc là, ça permettait de passer, de ne pas abîmer la voiture à chevaux, qui permettait donc d'aller en ville. Mais ce qui est important, c'est que la rue de la Coquille ne s'est pas toujours appelée la rue de la Coquille. Elle s'appelait avant la Révolution, la rue de Bourbon d'Archambault, c'est-à-dire une eau minérale qui permet de guérir plein des maladies, et Richelieu lui-même se traitait avec cette eau. Et elle était connue de la G7 de l'époque. Et de ce fait, quand la Révolution est arrivée, rue de Bourbon-Archambault, on ne pouvait pas garder un Bourbon comme rue. Et donc ils l'ont baptisé rue de la Coquille. Voilà en gros son histoire. Au cœur de l'Écusson, rue de l'Argenterie, devant une porte effectivement impressionnante. Alors que peut-on en dire? Voilà, beaucoup de choses sur cette porte. D'abord, vous voyez que les pierres qui sont ici sont en pointe de diamant, c'est-à-dire en pierre précieuse. Et ce qu'il y a, c'est que la verticalité de ces piliers est ternaire. On retrouve toujours le ternaire du sel, du soufre et du mercure, bien connu des alchimistes et que plus personne ne devrait ignorer, même en n'étant pas alchimiste. Mais ce qui est le plus important, c'est cet arc avec 3 clés, alors que d'habitude il n'y a qu'une seule clé. Donc, mais la clé la plus importante, c'est la clé du milieu, et curieusement, elle est signalée par une tête de noir, de black, ici, et avec une sorte de corne multiple qui sort de sa tête, qui est ni plus ni moins que la représentation
de ce qu'il faut chasser de notre cerveau pour pouvoir accéder à l'œuvre noire. Là, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Mais l'œuvre noire, ici, il est représenté, ce qui est intéressant, c'est que le sel, le soufre et le mercure sont représentés par des points. Un à gauche, un à droite, le soufre, le mercure, et un au milieu qui est le sel. Et on a des volutes qui permettent donc la création dans l'air de cette pierre sphérique que porte le lion du Pérou, et qui ici est en dehors de la porte pour la simple raison que quand on arrive à récupérer cette sphère, eh bien il faut casser le ballon, d'où la rupture en haut. C'est le principal message de cette porte. Une porte qui date de très longtemps alors. Oui, c'est une porte du XVIe. Du XVIe siècle, ouais. Étonnant. Donc là on a un résumé un petit peu, avec aussi de part et d'autre deux fleurs. On parlait de fleurs tout à l'heure. On a aussi des fleurs de part et d'autre. Oui, voilà. Et donc du coup on sait qu'il y avait un alchimiste, un laboratoire alchimique, on peut imaginer ici. C'est possible, puisque de toute façon, si cette porte était structurée comme ça, d'une manière aussi évidente, c'est que le premier habitant avait des rapports avec l'alchimie, c'est certain. Parce que là, l'alchimie du Sina va bien l'expliquer, et même l'alchimie interne, avec la tête de noir, avec tout ce qu'il faut expulser Alors, de la tête. peut-être préciser un peu pour les gens qui ne sont pas habitués à ces réflexions, qu'est-ce qu'il faut expulser de notre tête alors ? Cette tête détermine, si vous voulez, une étape du grand œuvre fondamentale pendant laquelle la matière prend la couleur noire et sent très mauvais, puisqu'il y a du soufre dedans. Tout le monde sait qu'un chou sent mauvais, et c'est la même origine. Et donc on l'appelle œuvre noire parce que c'est une œuvre on a l'impression qu'il y a putréfaction de la matière. Voilà. Mais cette putréfaction est accompagnée, ce noir que l'on voit très foncé, est accompagné chez l'individu aussi d'une remise en question de ses fondements personnels. C'est donc l'essentiel de cette clé, mais le mot clé est l'anagramme de sel. Donc le sel va être fondamental, la clé de voûte de la construction de la pierre philosophale. Donc, est-ce que ça veut dire que l'individu il doit se départir de son ego, de ce désir de plaisir, de puissance, Et le désir de se débarrasser de ça ne peut pas être, comment dirais-je, réalisé pour la simple raison qu'il faut des techniques. Et ces techniques, c'est les techniques de métanoïa. D'accord, parce qu'on ne peut pas attaquer la volonté avec la volonté, Par c'est sa ça. propre volonté, on ne peut pas parce que d'accord. on est contre sa propre pensée. Et c'est elle qui crée les problèmes. Donc on est obligé de passer par une technique que les anciens, autant en Orient qu'en Occident, pratiquaient, notamment au début du christianisme. Alors, nous sommes dans le Vieux-Montpellier, rue Jacques-Cœur, dans une chapelle particulière. Alors, c'est la chapelle Sainte-Foy, qui était donc qui est à la disposition des pénitents blancs. Et les pénitents blancs ont comme symbole la colombe parce que c'est l'esprit. Et de ce fait, l'autel que vous avez là, vous avez une colombe qui descend au-dessus du tabernacle. Et toutes ces décorations, bien sûr, ont un sens symbolique très profond. Mais reste encore, comment dirais-je, à les étudier, parce que personnellement, je n'en ai pas eu le temps. Mais ce qui est le plus important, c'est ce vitrail, la colombe, donc, qu'on voit de l'extérieur aussi, qui caractérise toujours les pénitents blancs. Alors, les pénitents blancs, c'était des gens qui étaient dans le giron de l'Église classique, où ils avaient développé un culte, un mystère particulier. Les pénitents blancs étaient des laïcs, sont des laïcs, donc ils n'ont rien à voir avec la hiérarchie ecclésiastique, et qui donc décident de vivre leur chrétienté en groupe. Il y a donc eu des églises particulières
élaborés par les différents pénitents, parce qu'il n'y a pas que les pénitents blancs. Il y a les pénitents rouges, les pénitents bleus, les pénitents gris. Les premiers étant les pénitents gris, qui ont été créés par le père de Saint-Louis à Avignon. Et donc, comme c'est un pécheur, il est un peu hérétique, le pape lui a demandé de faire pénitence, et de ce fait, eh bien, il s'est couvert d'une aube grise, et à travers Avignon, il a fait pénitence. Mais c'était une pénitence dont on se demande la réalité profonde. Oui, c'était peut-être de façade. Alors, est-ce que donc, ces pénitents-là ont un rapport avec l'alchimie dont on parle depuis un petit moment ou pas? Mais à une époque, actuellement je ne le sais pas, mais à une époque c'était des cercles très fermés, puisqu'ils avaient des connaissances précises sur les différentes traditions, puisque c'est pour ça que le cardinal de Cabrières leur a demandé de faire une jonction avec les Félibriges de Frédéric Mistral. Et donc là, on a comment dirais-je, tout un parallélisme qui se dessine quand, comme je vous l'ai dit, les Félibriges, une partie s'est politisée et donc l'autre s'est réfugié auprès des pénitents blancs ou auprès des pénitents bleus, parce que les pénitents bleus sont des pénitents qui sont, comment dirais-je, qui sont associés à la Vierge. C'est la couleur de la Vierge. Dans notre partie, toutes les couleurs donc ont des rapports avec un pan de la spiritualité ou d'une personne éminente de la Bible. Okay. Nous sommes à l'extérieur de l'église, maintenant devant une curieuse croix rouge et avec une épitaphe, donc vous allez nous dire peut-être un petit mot. Qu'est-ce que c'est que cette épitaphe? Et là vous avez l'épitaphe des pénitents qui, vis-à-vis du cardinal de Cabrières, qui lui a laissé un message extrêmement important, qui demande à ce que la transmission des connaissances doit à tout prix bénéficier à ceux qui nous suivent. Donc il y a une chaîne d'or qui s'établit, mais cette connaissance, dans l'Église, vous comprenez très bien que c'est uniquement le catéchisme, mais là c'est quelque chose de particulier, puisque les pénitents étaient une Église dans l'Église. Donc là, on n'est pas dans le dogme de l'Église catholique, on est dans l'hérétisme ou dans autre chose alors. On est là dans la connaissance qui n'a pas de rapport avec l'Église. D'ailleurs, c'est pour cela que les pénitents ont été dissous par l'Église, parce que c'était insupportable. D'accord. Voilà. Donc, on comprend très bien pourquoi il y a eu affiliation avec les Félibriges, qui, eux, à travers la Sainte Coupe qui n'est autre que le Graal, l'étoile, l'œuvre étoilée, etc., ne pouvaient pas coopérer avec une église beaucoup trop dogmatique. Et de ce fait, on dirait le cardinal de Cabrières, qui a été complètement en accord, est devenu leur protecteur et en même temps donc, leur a permis de transmettre ces fameuses connaissances qui ici étaient essentiellement la connaissance alchimique, bien sûr. Ok, et là on va accéder à l'étape ultime, la place de la Comédie. Hein, voilà. On va voir tout ça. Donc place de la Comédie, place avec deux cariatides magnifiques. Alors que peut-on en dire? En fait, il n'y a pas deux cariatides, il y en a quatre. Ah. Donc, chacune raconte une histoire sur l'art et la manière de fabriquer la pierre philosophale. Celle qui est au-dessus de moi a un doigt, un index sur le menton et a un parchemin dans sa main. En d'autres termes, elle réfléchit et elle étudie la théorie du grand œuvre. Et ça, c'est la première étape, la connaissance théorique de ce qu'on doit faire au laboratoire par la suite. Et la connaissance de l'alchimie interne, bien sûr, aussi. Pour la deuxième caratide, elle tient un marteau. Alors pourquoi donc, du coup? Alors, elle tient un marteau et un burin. En d'autres termes, tous les francs-maçons le savent, c'est que ce burin va servir à ce marteau à tailler la pierre. Donc, elle entre dans la phase de fabrication de la pierre. Ça, ce sont
les représentations de ces deux premières caryatides et dont le résultat va être donné aux deux autres caryatides, par les deux autres caryatides. Alors qui sont, il faut juste passer le porche de la banque et nous allons les deux caryatides suivantes alors, suite de l'aventure. Alors la troisième caryatide, celle qui est au-dessus de moi, là-bas plutôt, porte une corne d'abondance avec des couronnes qui montrent que là elle a réussi et elle a à sa disposition tout ce qui va permettre d'avoir la richesse, la santé, etc., etc. Tout ce qui permet de vivre honorablement et dans de très bonnes conditions. Mais le principal est la troisième caryatide. La troisième caryatide qui est à côté d'elle a une particularité, c'est qu'elle tient un caducée de mercure. Et ce caducée de mercure a une particularité, c'est que la pomme qui est au bout du caducée est une pigne. Et cette pigne ne fait que traduire une particularité de la glande pinéale, pigne pinéale. Et cette glande pinéale qu'on appelle le troisième œil, eh bien, on voit très bien qu'elle exploite cette particularité puisque cette caryatide ferme les yeux. Elle n'a plus besoin de ses yeux et en contact avec la trame de l'univers. D'accord, donc elle a réalisé le grand œuvre quelque part. Presque. Là, le grand œuvre est réussi puisqu'il est déjà réussi avant cette caryatide. Voilà. Et ça, c'est l'aspect de la transformation de l'être. Transformation, transfiguration, voilà. qu'est-ce qu'on peut Transformation de l'être. Ah, quand on commence à voir au-delà de notre vision, on est dans le schéma général de l'univers. Voilà, donc c'est cette connexion avec le macrocosme qui est un des objectifs finalement de tout ça. On est tout. Pour connaître le microcosme, il faut être dans le macrocosme. Et c'est l'accès au macrocosme qui lui permet de passer sa tête à travers la voûte étoilée pour découvrir le mécanisme de l'univers. Voilà, c'est un très beau tableau de Camille Flammarion qui montre ça d'ailleurs, où on voit l'alchimiste qui passe la tête pour aller voir. Voilà. Mais il ne nous reste plus qu'à passer la tête de l'autre côté et aller voir les trois grâces. Oui, mais alors pour passer la tête, ce n'est pas donné. Oui. Justement, la formation, la préparation des deux autres caryatides. Tailler la pierre avec un burin, d'accord, mais on se taille aussi soi-même. Voilà, donc tout ce que l'on fait là est une initiation très très large, bien entendu. Voilà, Ouais. qui ont été construites au début du XXe siècle, eh bien, représentent, symbolisent, illustrent l'appellation de Montpellier, Montpellier, Monte et jeunes filles. Donc ces quatre jeunes filles qui sont là concrétisent l'appellation de Montpellier dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a toute une pureté qui doit venir de la jeunesse et la féminité qui n'est pas négligée. Très bien. Voilà, nous sommes devant la place de l'œuf, donc on a vu que vos pas, nous avons un œuf. Alors la symbolique de cet œuf, pourquoi un œuf place de la Comédie? Cette œuvre de la place de la Comédie est liée au fait que dans le château qui fut détruit au début du XIXe siècle, quand on a démoli, dans ces caves, on a découvert un laboratoire d'alchimie. Et ce laboratoire d'alchimie était sous l'œuf. Donc, l'artiste qui a fait le perron de l'opéra a fait lui-même un œuf qui était un trottoir au-dessus du laboratoire. Et opéra, ça nous renvoie à l'œuvre aussi. Le grand opéra, Le grand c'est opéra, l'alchimie. l'alchimie. Alors, ce qui est intéressant ici par rapport aux trois grâces, c'est que les trois grâces étaient bien avant que l'opéra ne soit construit. Et donc, de ce fait, le nouveau théâtre, ils ont donné trois ouvertures importantes comme les trois grâces. Les trois grâces ont une particularité, c'est d'avoir un nom chacune. Et l'une s'appelle Aglaé, initiale A égale R. L'autre s'appelle Frosine, initiale E égale O. L'autre s'appelle Thémis, initiale T égale Terre.
elle représente les 4 éléments, je viens d'en donner 3. Il manque le feu. Il manque le feu. Oui, le feu. Oui, le feu. Ah. Le feu, eh bien, ce sont des filles. Ah. Ce sont des femmes. Il y en a 3. 3 filles. Il y a 3 feux flammes. secrets. Il y a 3 feux secrets. 3 feux secrets. Ah. 3 feux secrets. Je peux le dire, l'un qui est d'origine chimique, c'est-à-dire on appelle dans le langage scientifique exothermique, puis il y a le feu du foyer, le fourneau, et enfin il y a le feu du soleil. Voilà. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces 3 grâces ont été mises sur des pierres, ce qui signifie que bel et bien elles sont là pour dire comment a été fabriquée la pierre. Et oui, et Montpellier, ça vient de Mont-Clapas, les pierres aussi. Il y a un lien avec la ville de Montpellier à l'origine. Le Louclapas, ça veut dire les pierres. Les pierres, voilà. Donc, et ici, c'était le quartier des pierreux. C'est-à-dire que dans leur quartier, ils fabriquaient la pierre. Et quelle pierre vous en doutez. Voilà. Alors là, nous sommes devant l'opéra, où si je crois bien, on a l'original des 3 grâces, dont on a vu une copie. Alors, le fait qu'il y a un opéra qui soit à l'extrémité de notre parcours, est-ce que c'est cohérent? Alors, sur la signification du mot opéra, qu'est-ce qu'on peut dire? L'opéra, ça désigne le grand œuvre alchimique, grand opéra, grand œuvre. Et de ce fait, on appelle aussi l'alchimie art de musique. Donc, c'est quelque chose qui est lié aux sonorités, certes, mais aussi à cet état dans lequel mettaient certaines musiques, notamment le chant grégorien à l'époque. Et là, on a plein de musique tout le temps sur cette place. C'est pas forcément du grégorien. Non. Et là, nous sommes au moment du festival de musique Radio France. Ah ouais, d'accord. Donc la musique, alors, le rapport entre la musique, c'est l'alchimiste, à un moment donné, il écoute de la musique des sphères, il est connecté à... L'alchimie, c'est l'art de se mettre en harmonie avec les choses et donc de communiquer à travers cette harmonie. On peut parler de résonance. Donc, par exemple, quand vous allez chercher une matière qui va vous servir au grand œuvre, il est nécessaire de la ressentir. Et ça, c'est de ce fait de ne pas choisir le même morceau de cinabre que le copain à côté. Sinon, c'est le rôle de l'intuition. Le rôle de l'intuition et de l'individu. Ouais. C'est un peu comme si le morceau de cinabre vous appelez. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de matrice universelle, mais chaque cheminement est un peu personnel. La matrice universelle est beaucoup plus profonde que ça. Ça, c'est simplement des liens de résonance qui émanent de la matrice universelle. Attention, c'est beaucoup plus, beaucoup plus fondamental et finalement, puisque c'est le but à atteindre d'entrer en communication avec elle. Donc l'opéra, avec toute sa dimension musicale, et également ce nom de l'alchimie, comme on dit trop souvent, qui s'appelle art d'amour, qui est également des problèmes d'attrait entre les êtres et les choses, eh bien, ça fait partie de l'art de musique, quelque part. Et donc, tout cela fait que Étienne Dantone a mis ses sculptures, a fait construire, parce que les sculptures étaient déjà des 3 grâces, un opéra qui va être à la ressemblance des 3 grâces, avec ces 3 ouvertures. Et c'est pour ça qu'on a mis les 3 grâces originales à l'intérieur de cet endroit. Parce que tout simplement, c'est l'endroit parfait où elle devait être. Oui, à l'origine, c'est cohérent. Tout à fait. Là, on a eu un aperçu intéressant. Alors, si on devait peut-être conclure provisoirement, ouvrir sur cette recherche, finalement, la ville de Montpellier, pour vous, dans votre parcours, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette ville, dans votre... à force de faire toutes ces promenades, de voir tout cela, qu'avez-vous découvert ou qu'invitez-vous les gens qui nous regardent à découvrir, finalement? Écoutez, au fil de mes recherches livresques, autant que de mes constatations sur le terrain, j'ai pu découvrir des choses presque chaque fois que je faisais une promenade et que je la préparais. Et donc, de ce fait, ça s'est progressivement amélioré et ça m'a permis même de découvrir des clés fondamentales de l'alchimie que je n'avais pas fait. Parce que dans les écrits, rien n'est dit, mais tout est supposé. Et ces suppositions, eh bien, on apprend à découvrir leur sens et leur force à travers justement la symbolique des murs de nos cités, de nos maisons, de nos temples et de nos opéras.
on a pu remarquer, constater certaines choses, beaucoup de choses, mais il y en aurait au moins le double ou le triple à remarquer. Mais l'essentiel, c'est de développer certains points de manière finalement à essayer de tout synthétiser, de ramener tout à un, afin de faire ce que disaient mes formateurs, de faire en sorte que l'on puisse comprendre, malgré les philosophes et les intellectuels, que la vérité est une.